Donc, je vais vous parler effectivement d'un point de vue particulier, qui est celui de l'urbanisme. Alors, pour le dire très rapidement et compléter le propos de David, sans passer trop de temps sur des questions de définition, l'urbanisme est à différencier de la ville. La ville est, si on veut, un objet à la fois de pratique, un objet d'observation, un objet, etc. L'urbanisme, c'est un champ, d'abord, où c'est un ensemble de pratiques qui visent à organiser, transformer la ville à travers ses différents aspects composantes. Autrement dit, c'est un champ, alors certains disent une discipline, d'autres un ensemble de pratiques, etc. Ce n'est pas le lieu d'en discuter, mais en tout cas, il se différencie de la ville, puisque dans la ville, il y a ceux qui y habitent, ceux qui la transforment, ceux qui travaillent, ceux qui spéculent sur des parties de la ville. Là, en l'occurrence, l'urbanisme, c'est ce champ-là, et donc je vais vous en parler. Donc je vais vous parler des questions qui nous occupent, qui vont vous occuper encore pendant les prochains jours, à partir de ce point de vue. Et en partant et en essayant de vous le présenter à travers un petit peu, d'une manière classique, un point de vue ou selon une chronologie, c'est à la fois pratique et à présenter et à partager avec vous. Donc, à travers cette histoire de l'urbanisme, qui est très très courte, vous voyez, on date le début de l'urbanisme en tant que pratique constituée ou un ensemble de pratiques constituées grosso modo de la fin du 19e siècle, et au fur et à mesure, cette pratique ou cet ensemble de pratiques se sont transformées. Alors elles se sont transformées parce qu'en dehors du fait, et je vais rentrer dans le détail tout de suite, en dehors du fait d'être un ensemble de pratiques, c'est aussi des pratiques qui sont alimentées par des savoirs, par des outils scientifiques qui sont utilisés, qui sont mobilisés à partir de différents champs disciplinaires, et c'est pour ça qu'on dit que l'urbanisme est parfois un champ transdisciplinaire. Moi, j'aime bien le mot adisciplinaire, c'est-à-dire qu'on va aller chercher dans les différentes disciplines, la sociologie, la géographie, l'économie, le droit, vous voyez, beaucoup de SHS, des savoirs pour réfléchir. C'est une bizarrerie, c'est à la fois une pratique et en même temps une réflexion. C'est à la fois faire du vélo et réfléchir à comment on est en train de faire du vélo, mais c'est comme ça depuis, vous le voyez, un peu plus d'un siècle. Alors on va le voir à travers ces différentes périodes. Je voulais commencer par quelques images très rapidement pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Ces quelques images que je vous montre là, c'est les exemples que vous connaissez probablement pour certains d'entre vous, des images d'agriculture urbaine, de pratiques relativement anciennes. Les images les plus frappantes sont souvent, frappantes pour qui j'y arrive, sont souvent par exemple celles de villes connues, de grandes villes. Donc là on a quelques images plutôt parisiennes, donc de 1918 ou encore de 1944 où aux portes de Clignancourt, donc il y avait cette activité agricole. Alors pourquoi je vous les montre? Pour que vous adoptiez dès le début avec moi le point de vue de ceux qui ont cette pratique qu'on appelle l'urbanisme, qu'ils soient jeunes, nouveaux, plus anciens, seniors. Quand on passe en revue ces quelques images, on est surpris. Quand on vient du monde de l'urbanisme, de l'existence de cette activité de production agricole, et ailleurs d'autres images qu'on va voir tout à l'heure, ou de la présence de la question de l'alimentation dans les villes, dans leur fonctionnement, dans des périodes finalement très récentes, contrairement à ce qu'on se représente quand on regarde. Alors c'est là où vous allez rêver, faire preuve d'imagination, je vais vous décrire tout ce que je vous ai préparé. Alors, je vais continuer en espérant que ça se mette en marche. Donc, tout ça pour vous dire que le point de départ, on va le voir, c'est une histoire progressive sur plus d'un siècle, mais c'est une histoire où progressivement, effectivement, ces pratiques que sont l'urbanisme se sont séparées, éloignées physiquement, géographiquement, mais aussi d'un point de vue sociologique, économique, des représentations de ce monde qui est celui de la production alimentaire et de l'agriculture. Alors, j'avais prévu de commencer par l'histoire de l'urbanisme depuis l'Antiquité, mais je peux pas, non, je vous rassure. Donc on va bien démarrer à partir du 19e siècle. Juste quelques mots pour vous dire, évidemment, c'est une pratique qui se dessine depuis bien plus longtemps et on a un certain nombre de traces et de témoignages de cette volonté d'organiser la ville et surtout sa fabrication, son aménagement, son fonctionnement, ses usages depuis au moins le
XVIIe siècle en France par exemple, ou pour d'autres cultures et d'autres sociétés depuis parfois le premier millénaire. Donc je saute cette période parce que je crois qu'il faut que je tienne en une demi-heure. Voilà. Alors, on passe directement donc au XIXe siècle, tout simplement, et ça vous le savez tous, parce qu'on est dans une période au XIXe siècle de grandes transformations, de transformations rapides liées à un certain nombre de transformations des techniques et des technologies. Pour la différence entre les deux, je renvoie à Sabine Barle. Si vous voulez, vous pourrez lui poser la question tout à l'heure. Bref, c'est un certain nombre de transformations qui sont liées aux techniques et qui vont modifier progressivement la manière de voir le fonctionnement de la ville et des territoires urbains. Alors, je ne vais pas vous passer en revue l'ensemble des transformations, hein, vous les connaissez toutes. Ça va depuis la locomotive jusqu'à l'invention de l'ascenseur. Hein. L'ascenseur est une technique ou une technologie, je ne sais pas, qui va modifier très fortement le rapport et donc du coup la densité, l'accès à un certain nombre de bouts de ce territoire urbain. Et du coup, ces transformations techniques ont deux effets. Pour le résumer rapidement. D'abord, tous ces éléments-là vont transformer le rapport au territoire et donc le rapport à la ville à travers à la fois ceux qui y habitent, donc on se déplace plus facilement, on se déplace sur des distances plus longues, mais aussi ça transforme le rapport de ceux qui font l'activité de production, qu'elle soit économique, qu'elle soit marchande ou pas, et donc le fait qu'on ait un rapport différent au territoire. Ça produit donc un premier effet, c'est qu'on a, comme l'indiquait David, alors il l'a montré pour les années 60 où on a une explosion démographique et urbaine, mais cette croissance très forte, elle commence dès la fin du 19e siècle, comme vous le savez probablement, et donc la ville est confrontée à ceux qui font la ville et sont appelés finalement à l'organiser, sont confrontés à ces croissances de plus en plus importantes et de plus en plus rapides. Et donc sont confrontés à un espace, à un territoire qui est considéré comme désordonné. Donc on a des lotissements, on a des quartiers qui se transforment, vous avez des bâtis qui se modifient, vous avez de plus en plus de monde qui habite dans un certain nombre de lieux, qui mangent, rejettent, ça s'appelle des flux pour que ça soit plus propre. Donc des flux qui rentrent et des flux qui sortent. Et donc arrive un moment l'obligation, la nécessité ressentie à la fois par des responsables politiques, mais aussi par des techniciens qui se spécialisent, d'ordonner la ville. Et donc à la fin du 19e siècle naissent une partie de ces pratiques. Ces pratiques visent d'abord à représenter la ville, c'est-à-dire à essayer de la figurer pour essayer de comprendre comment elle fonctionne, pourquoi on a tel ou tel problème à tel endroit de la ville ou sur la totalité de la ville. Et deuxièmement, l'objectif, c'est d'essayer de la mettre en ordre, donc d'essayer de trouver des outils, des modalités de faire, des modalités d'organisation de la ville qui la permettent de la mettre en ordre. Et enfin, et troisième point important, naît cette finalité de la mettre également en bonne santé, entre guillemets, c'est-à-dire de l'amener dans des situations sanitaires acceptables. Ça aussi, je ne vais pas faire des rappels, on m'a demandé d'être rapide, de toutes les questions, les enjeux sanitaires qui se posent à ce moment-là, à la fois d'épidémie, mais aussi d'un certain nombre de problèmes sanitaires. Donc, on passe très rapidement, ce qui me permet de vous montrer tout de même comment on essaie de figurer la ville, de la mettre en ordre d'abord à travers un certain nombre d'éléments. Donc, ce sophistique, et c'est un point important, c'est un indice, hein, parmi d'autres, à la fois le travail sur les cartes, mais aussi sur les plans. On va répertorier, on va essayer de cartographier, de préciser. L'objectif, c'est encore une fois l'action. Hein, l'urbanisme, c'est un ensemble de pratiques pour agir, pour transformer, avec cette volonté ou cette velléité, transformer la réalité. On a également donc, des plans qui essaient de projeter, c'est-à-dire de dire comment devrait être la ville pour qu'elle fonctionne mieux. Là, par exemple, vous avez un plan de Lyon qui va démultiplier ces tracés que l'on connaît très bien, donc ce qu'on appelle les tracés en damier. Et puis vous avez d'autres indices, alors je ne sais pas pourquoi tout ne s'affiche pas, il y avait une jolie carte à côté, mais ce n'est pas grave, qui est une mise en ordre aussi des flux
progressivement. Et donc, dès le 19e siècle, hein, donc il n'y a pas que la représentation de l'espace en surface, il n'y a pas seulement la volonté d'organiser ce qui se passe en surface. Ce qui se passe en surface est lié à l'ensemble des flux et on essaie d'ordonner ces flux entrants et ces flux sortants. Et donc, par exemple, les égouts qui sont construits à grande échelle, donc l'exemple classique parisien, mais dans beaucoup de villes en Europe, ça se met en place, c'est encore une volonté d'ordonner dès le 19e siècle ce fonctionnement de la ville et on essaie de s'outiller. Donc ça aussi c'est un outil, les égouts c'est un outil pour essayer de mettre en ordre la ville. Alors évidemment j'ai pris des exemples qui sont en écho avec la thématique de cette école de recherche. Là on a deux illustrations très rapides. En fait on va progressivement organiser tout l'approvisionnement des villes. Donc vous le connaissez, l'histoire de l'organisation de l'approvisionnement de l'énergie, et pour prendre des exemples plus concrets, du charbon, d'un certain nombre de fluides, et donc de l'alimentation. Et donc progressivement, on va avoir apparaître des centralisations, c'est-à-dire des marchés de plus en plus centralisés, parce qu'on estime que toutes ces activités commerciales dans les espaces publics, dans les rues, etc., sont désordonnées, sont chaotiques. Donc vous avez tous ces éléments de discours sur la ville chaotique qui vont amener progressivement pendant cette période à essayer de mettre en ordre, à centraliser notamment. Et on fait lien rapidement dans cette histoire sur la mise en canalisation à la fois de l'eau, des eaux usées, mais aussi la mise en canalisation progressivement des marchandises qui rentrent en ville et notamment des marchandises alimentaires. Donc je vais rapidement pour arriver au XXe siècle. Au début du XXe siècle, toutes ces pratiques, ces volontés de mise en ordre et d'organisation d'outils, donc vous voyez d'outils qui peuvent être techniques, qui peuvent être graphiques, qui peuvent être et également à travers des projets, c'est-à-dire des réalisations ponctuelles dans la ville, d'abord se formalise, c'est-à-dire on formalise ces outils-là. Deuxièmement, ils s'institutionnalisent. Et troisièmement, ils commencent à se généraliser. On a une très bonne illustration à travers ces lois qui sont promulguée en France, par exemple, au début du XXe siècle, donc une loi très importante pour les historiens de l'urbanisme dans la loi de 1919, qui rend obligatoire la mise en place d'un projet d'aménagement, d'extension et d'embellissement. Donc vous avez les trois ici. Donc on institutionnalise et on formalise, donc c'est des plans qui doivent respecter un canevas. Deuxièmement, on généralise, autrement dit, toute ville de plus de 10 000 habitants doit avoir ce plan, alors que jusque-là, elles étaient plus ou moins libres d'en avoir, enfin je simplifie un petit peu. Troisièmement, donc, on en fait un outil systématique, c'est-à-dire qu'il est supposé, cet outil qui est le plan d'urbanisme, de réguler et donc d'avoir, on a l'outil parfait, le couteau suisse pour essayer d'avoir une maîtrise de ce fonctionnement des villes et qui est donné entre les mains de ce qu'on appellera après des urbanistes. Deux éléments très rapidement qu'on va retrouver par la suite tout au cours du XXe siècle. Deux éléments qui conduisent, deux éléments de principe qu'on va retrouver. D'abord, l'hygiénisme, et là il y a aussi un certain nombre de travaux vers lesquels on peut vous renvoyer, qui montrent la place à la fois des médecins et des ingénieurs dans la pensée urbanistique, dans la formulation de ces outils, de ces pratiques pour aménager et transformer les villes. Donc vous les connaissez probablement, j'imagine, donc ils vont orienter très fortement la manière de voir ces outils et ces manières de faire la ville. Et de l'autre côté, le fonctionnalisme, certains le savent, mais on peut se le rappeler rapidement, c'est un principe relativement simple, où pour mettre en ordre, on va considérer que la ville doit répondre à un certain nombre de fonctions relativement élémentaires, qui ont été pour certains formalisées par quelques urbanistes, architectes fous. C'est un pléonasme. Grosso modo, par exemple, il s'agit donc, alors il faut que je m'en rappelle, travailler, habiter, circuler et se recréer. Voilà. Donc, 4 fonctions simples, et le fonctionnalisme consiste à tout simplement définir des zones auxquelles on affecte ces fonctions-là. Et donc, à partir de là, ces plans, donc on va voir qu'ils se diversifient, vont essayer de mettre en œuvre de grands principes de mise en œuvre. Évidemment, c'est plus complexe. Ces plans d'urbanisme ne seront pas mis en œuvre réellement complètement sur l'ensemble du territoire français. Cet hygiénisme ne trouvera pas une traduction systématique et simple. Le fonctionnalisme trouvera une traduction beaucoup plus complexe qu'on va
rencontrés. Qu'est-ce qu'il faut retenir très rapidement de cette période, et je vous donnerai des illustrations. Donc on finit de séparer entre guillemets la ville du territoire, c'est-à-dire qu'on centre, c'est une pratique qui se centre sur la ville pour elle-même. Il s'agit de mieux l'organiser. Aujourd'hui, certains diraient d'en optimiser l'organisation et le fonctionnement. Et le reste, si j'ose dire, vu du point de vue de ceux qui organisent la ville, donc des urbanistes, ce qu'on appellerait aujourd'hui des urbanistes, les autres sont des territoires et des espaces de service. C'est quoi les espaces de service? C'est les espaces qui vont permettre d'alimenter les urbains, c'est les espaces qui permettent d'avoir de l'énergie pour l'urbain, c'est les espaces qui permettent d'avoir de l'eau pour l'urbain, c'est les espaces qui vont recevoir les rejets de l'urbain. Donc voilà, très rapidement, et ce point-là est important, on le verra j'imagine tout à l'heure avec une autre présentation. Quelques illustrations rapidement. Donc voilà, la mise en plan qui apparaît, ça c'est un exemple de tour. Donc avec le mot embellissement, je suis passé rapidement. Donc il y a cette mise en ordre va avec l'idée que la représentation, l'espace tel qu'on le voit, doit représenter ou rendre compte de cette mise en ordre et cette clarté de l'organisation. Donc c'est les grandes percées, c'est les grandes répartitions. Là on a un autre exemple à Lorient, donc je passe rapidement. Petite illustration de traités qui s'accumulent. Donc on a des traités d'urbanisme qui vont donner les grands principes et qui vont se traduire à travers des applications dans un certain nombre de villes. Donc voilà le principe d'organisation, de quelle manière il faut organiser une ville, et qui prétendent à une universalité des principes d'organisation des villes, et qu'on va retrouver également parfois, par exemple là c'est un document qui présente une entreprise, Sepia, qui s'occupe à la fois de l'urbanisme, mais également de la voirie et de la collecte des gadous, c'est-à-dire d'un découpage et d'une spécialisation progressivement de l'activité. Donc je vous parle à la fois de ceux qui font des plans, mais de ceux qui s'occupent du fonctionnement quotidien, entre guillemets, de la ville, et c'est important qu'on y retienne. Donc j'y vais au galop. Donc deuxième partie du XXe siècle, la rupture effectivement est consommée avec ces territoires autour, et en particulier les territoires agricoles, et la mise en service. Alors je vais vous donner, et ensuite il y a une organisation aussi qui devient un peu plus sophistiquée de ces pratiques d'urbanisme. Très rapidement, donc on a vu la première pratique qui est la planification urbaine. C'est la première famille de pratiques qui se formalise dès le début du XXe siècle. Donc on essaie de planifier. La planification, c'est ce territoire urbain, cette ville, comment elle sera dans 10 ans, comment elle sera dans 20 ans. Et il faut qu'on anticipe les besoins des citadins et des urbains pour tracer, pour organiser les infrastructures qui permettent d'accueillir ces urbains et leurs besoins. Donc ça, c'est la première ensemble de pratiques. Un deuxième ensemble de pratiques se met en place progressivement, c'est ce qu'on appelle l'urbanisme opérationnel. C'est un travail plutôt à l'échelle, pour aller rapidement, de quartier, de bout de ville. On va essayer de fabriquer, de produire beaucoup plus vite un bout de ville, un quartier de quelques milliers d'habitants, de quelques centaines de milliers d'habitants, parfois, c'est des gros morceaux, parce que la planification, elle se réfléchit plutôt, elle projette sur des périodes de 20 ans, sur des périodes de 25 ans, alors que l'urbanisme opérationnel va être une tentative de répondre à des exigences et à des besoins les plus immédiats possibles. C'est, on va dire, l'outil d'intervention rapide, choc. Grosso modo, on fait en quelques années ce que la ville, dans son rythme habituel, ferait au bout d'un siècle et demi. Pourquoi on est toujours au XXe siècle, au milieu du XXe siècle, dans la course-poursuite qui est dans les gènes de l'urbanisme, et du coup qui se retrouve un peu gêné ces derniers temps, derrière la croissance. C'est-à-dire que l'urbanisme est fondé tout de même sur l'accompagnement, voire l'anticipation de la croissance de l'activité humaine, d'une manière expansive, d'une manière rapide, etc. Et donc on essaie de répondre, on planifie, et en même temps on essaie de faire ces ensembles de quartiers à travers l'urbanisme opérationnel. Quelques éléments flash, c'est vraiment des flashs. Donc quelques points de rupture. À l'intérieur de la ville finissent de disparaître quelques points de lien qui restaient, même s'ils étaient centralisés. Là, c'est la destruction emblématique des Halles au cœur de Paris. Donc c'est des images que vous connaissez probablement. Et en fait, la disparition depuis les années 50 en France en particulier des marchés centraux.
dans beaucoup de villes. Et donc, on va sortir, mais même physiquement, de la ville, les points de contact, si j'ose dire, les points de lien avec ces autres activités liées à l'agriculture ou à l'alimentation. Et on va les organiser différemment. Autre élément ou indice très rapidement, on finit de ne plus, quand on est en urbanisme, de ne plus s'occuper des autres territoires, en particulier du territoire agricole, notamment à travers ces outils que sont les plans d'urbanisme et les plans réglementaires. Là, c'est un exemple. Donc, il y a bien dans les plans réglementaires en urbanisme, donc ça c'est un extrait d'un plan réglementaire, pas la peine de savoir où, mais il ressemble à beaucoup d'autres. On prévoit bien des zones agricoles. Donc, on a un truc qui s'appelle U quelque chose, je vous passe la nomenclature. Donc, dans la planification, on dit là, il y a le périmètre urbain, là, il y a d'autres périmètres, un périmètre naturel, un périmètre agricole. Ce qui concerne les autres périmètres, on ne s'en occupe pas quand on est urbaniste, c'est la zone grise, c'est l'affaire d'autres personnes. Il paraît qu'il y a une filière des mondes agricoles, des mondes ruraux, des mondes qui s'occupent de l'espace naturel. Nous, on s'occupe uniquement de la zone U quelque chose où il y a de l'urbanisation. Et donc, ce n'est plus notre affaire au moment où on a tracé ces limites-là. Donc, on finit de déconnecter. Puis, quelques images pour rendre compte de ce qu'on a appelé rapidement, évidemment, abusivement, la mise en œuvre de ces grands principes de fonctionnalisme, donc les grands ensembles que vous connaissez, et qui ont essayé de reconstruire différemment, on le sait avec quel niveau de réussite, les liens que pouvaient construire d'autres types de rapports à la fois sociaux, symboliques, marchands, avec la nature. Donc ça, par exemple, c'est un plan de masse tout à fait typique de la période où tous les beaux bâtiments et les bars que vous avez vus sont posés sur un tapis de verdure. D'accord ? Et ce tapis de verdure qui est accessible à tout le monde, qui est accessible à quel que soit l'endroit où vous vivez, quel que soit votre appartement, c'est ce qui est supposé répondre aux besoins de contact avec la nature et avec le paysage naturel. Donc on sait que ça a très bien marché, que tout le monde veut continuer à habiter dans ce contact avec la nature. Donc je vais rapidement, évidemment, avec beaucoup de caricatures, pour arriver au XXIe siècle. Il me reste 5-6 minutes. Donc, alors, c'est là où la machine de l'urbanisme commence, c'est-à-dire de la négociation du temps. Alors rapidement, il y a une transformation, donc effectivement, en France, depuis le tournant des années 2000, donc je le situe comme ça, je vais vous montrer un exemple qui date d'avant. Et on voit réapparaître par le biais de la question environnementale, la question effectivement qui est le thème de cette école de recherche, qui est la question de l'alimentation et de l'agriculture. Alors, très rapidement, par deux types d'initiatives ou d'actions. Il y a des initiatives incrémentales, on va voir un exemple, c'est-à-dire des professionnels, des gens engagés dans le milieu de l'urbanisme et de l'aménagement, de la construction, etc., ou des milieux associatifs qui vont réintroduire cette question, parfois dans des conflits importants, parce que les techniciens nombreux et dominants ne veulent pas savoir de quoi il s'agit, pourquoi vous voulez nous parler de jardins partagés par-ci, éventuellement d'une ferme agricole par-là, et on va voir que la réaction aussi dans l'autre sens est compliquée. Et puis, progressivement, des projets d'une certaine importance. Alors, je vais vous en présenter tout à l'heure. Je vais vous en présenter tout à l'heure, pas tout à l'heure, tout de suite, plus en détail. Alors, une des modalités, donc je vous ai dit d'une manière incrémentale, c'est par exemple un SCOT. Donc, vous savez probablement qu'un SCOT, c'est un plan d'aménagement à l'échelle de plusieurs communes. Donc, on est à l'échelle parfois d'un grand morceau de département, voire même d'un département entier dans certains cas. Ici, par exemple, c'est l'un des premiers SCOT qui va proposer de réfléchir à la question de l'aménagement urbain, de l'urbanisation, avec les activités agricoles proches. On a cet exemple. Il y a ici un exemple qui a été fait par Echen sur le SCOT de Montpellier, qui est un petit peu dans la même lignée. On va essayer de travailler sur les articulations, les interfaces entre tout simplement l'espace agricole tel qu'il est, des fermes, des champs, des exploitations, etc., et l'espace urbain, pour ne pas considérer, comme on le considère souvent du côté des urbanistes, que l'espace agricole, c'est le grand périmètre interdit. Donc on ne pense pas à la circulation, la mobilité, par exemple. Et dans le cas ici de Montbéliard ou de Montpellier, ont été tout simplement pensés des chemins, des cheminements à l'intérieur de ces activités agricoles pour que ça ne soit pas spatialement, en tout cas au moins, des obstacles. D'autres exemples que vous connaissez, mais que je vais sauter, qui sont les différents types d'initiatives d'initiatives associatives. Pour passer rapidement au grand projet,
que l'on voit apparaître. Alors, exemple rapide, celui de Kreuzberg à Hanovre. Donc, c'est un projet d'aménagement classique. Donc là, on est dans ce qu'on appelle l'urbanisme opérationnel. Donc, c'est un joli gros bébé, un quartier de 120 hectares, 6000 logements, avec les équipements, tout ce qu'il faut. Alors, la particularité de ce projet, donc il naît, en fait, les premières idées sont imaginées à la fin des années 80, début des années 90, et puis se stabilisent au début des années 90. Alors, il y a vraiment des images qui ne passent pas. Le rang là-bas, il n'est pas sur rien du tout. Il y a une petite carte derrière, mais ce n'est pas grave. Alors, ce que ça montre, c'est que c'est très proche du centre. Hein, donc, c'est dans une position péricentrale. Et le périmètre que vous voyez ici, il a été défini parce que ici, ce qu'il y a à l'intérieur des points, c'est la zone d'aménagement urbain qui a été pressentie. Et la zone qui est au-dessus, ici, ils y sont arrivés parce qu'il y a eu une opposition assez forte, hein, donc il y a notamment un mouvement écologiste localement qui était fort, qui ne comprenait pas comment ce projet dit de qualité environnementale s'installait sur des terres agricoles de cette manière-là, même si au passage les terres agricoles étaient plutôt appauvries, n'étaient pas de grande qualité, mais c'est pas grave, le principe était là à discuter. Donc du coup, dans ce projet, ils ont considéré un périmètre de projet beaucoup plus large, donc à l'intérieur des pointillés, la partie urbaine classique, et dans le périmètre plus long continu, c'est une réflexion plus globale sur le lien avec l'agriculture. Et donc c'est un projet, c'est l'un des premiers projets de cette ampleur, de réflexion sur comment on articule un projet d'aménagement, d'accord, et le lien avec l'agriculture. Donc ils ont découvert beaucoup de sujets. Donc par exemple, toute la question de la composition paysagère avec l'agriculture, des solutions différentes, je vous passe le détail, qu'il a fallu faire travailler aux urbanistes. Là, vous avez plusieurs compositions et les urbanistes choisis n'ont pas souhaité tout à fait au début y travailler parce qu'ils ne voyaient pas ce que venait faire la question de l'agriculture dans un projet d'aménagement classique. Parmi les réalisations, ce qu'on connaît maintenant très bien, il y a eu la mise en réseau d'une partie des fermes autour de Hanovre. La municipalité d'Hanovre, qui traitait pas du tout d'agriculture, a encouragé évidemment la transformation d'une partie des exploitations. Et finalement, ils ont investi et porté la réalisation d'une ferme ici, dans le périmètre que je vous ai montré. Comme il me reste 1 minute, donc très rapidement, un autre exemple que certains peut-être connaissent, agro-urbain à l'est de Paris. Ici, on est à côté de Disney, donc le rang là. Alors, juste 5 sujets pour vous montrer concrètement comment ça interroge, ça bouleverse, ça dérange le monde de l'urbanisme. Donc, en moins de 55 secondes. Donc, le premier aspect, c'est là, je parle de l'urbanisme opérationnel, d'accord ? Je n'ai pas le temps de vous parler de ce qu'on appelle la planification urbaine, ce que ça modifie de la planification urbaine. Je vous ai donné juste l'exemple du SCOT. Premièrement, quand on fait de l'urbanisme opérationnel, on fait ce qu'on appelle de la programmation. Qu'est-ce qu'on fait dans un site donné ? D'habitude, on fait ça, c'est-à-dire on met des bâtiments, du tertiaire, des écoles, des lycées, des collèges, etc., en fonction de besoins qui sont identifiés, plus ou moins bien identifiés, etc. La nouveauté, c'est que on ne sait pas ce que ça veut dire programmer de l'activité agricole dans un projet comme ça. Ici, l'initiative est venue de l'architecte paysagiste qui a proposé, en voyant la proposition d'un parc ici tout à fait au nord, donc il leur a proposé, au lieu de faire un parc urbain, moi je vous propose de faire une ferme urbaine. Donc ensuite, ils ont trouvé ce joli nom, joli ou pas, comme vous voulez, cœur agro-urbain. Donc comment on programme concrètement ? C'est quoi la surface qu'il faut consacrer à ça, comment on le calcule, comment on le pense, comment on l'intègre, etc. Le deuxième type de questions que ça a posé, c'est aussi des questions techniques. Par exemple, la grande transformation, pour vous, c'est quelque chose qui est évident, mais pour l'urbaniste, une nouveauté incroyable. Le sol, c'est le machin sur lequel on met des bâtiments et des chaussées, a priori. Alors, j'exagère parce que je veux bien être méchant avec mes collègues. Dire le sol, c'est, allez, pour commencer, tranquillement, ce substrat vivant, ou cette composante vivante qui se transforme, dans lequel il y a du vivant, etc. C'est-à-dire que, du coup, qu'on va considérer différemment que ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est une nouveauté, et donc techniquement, il faut l'appréhender différemment. Donc, des apprentissages extrêmement lourds et extrêmement rapides. Troisième point, par exemple, de question, troisième nouveauté que ça pose, c'est la question du rapport à d'autres objets infrastructurels, hein, pour dire
le gros mot. Là, par exemple, ils ont été confrontés à la question de cette infrastructure qui est tout simplement l'alimentation en eau. Est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce que c'est suffisante pour une activité agricole, etc. Donc, il ne s'agit pas juste de desservir 500 habitants, c'est comment on traite de cette question. Comment on la dimensionne. Donc, ils ont fait appel, là, par exemple, à un bureau d'études qui y a travaillé et ils ont transformé le bassin là, de rétention à droite qui devait servir juste à retenir de l'eau pluviale lors d'incidents. Quatrième, je vous ai dit, je triche un peu. Quatrième nouveauté pour vous montrer le type de questions que ça pose. Alors ici, donc les PAMAN, donc l'aménageur, s'est demandé, ok, on va aller vers une ferme urbaine, mais on ne peut pas se contenter juste de faire le périmètre et de réfléchir un peu à la qualité du sol et à l'irrigation. Alors, qu'est-ce que va produire éventuellement? Donc ils ont mis le doigt dans l'engrenage et ils se sont posé la question de savoir comment cette activité allait fonctionner. Et pour qui? Alors certes, il y a le mot étude de marché. Mais en fait, le plus difficile pour les aménageurs, les urbanistes dans cette histoire-là, ça n'était pas juste de chiffrer, ce qui est probablement habituel pour vous, dans quel marché, quel type, etc., etc. C'était de savoir pour qui on va faire cette agriculture urbaine, d'identifier les acteurs de ces réseaux, de ces filières, éventuellement des destinataires de cette production, etc. Donc ils ont là aussi, demander à un bureau d'études spécialisé d'aller identifier, et même le bureau d'études, il n'a pas eu tant de facilité pour identifier, donc ils y sont arrivés. Et puis, dernier point, pour assurer l'animatrice, la question qui s'est posée à eux, qui a l'air d'être assez aussi classique, c'est celle du modèle de viabilité économique. Un aménageur... ceux qui font la ville ne la font pas pour... en tout cas, un aménageur ne reste pas ad vitam aeternam sur le site qu'il aménage. Il construit, il aménage et il repart pour construire et aménager ailleurs. Et là, se posait la question de quelque chose que ceux qui travaillent sur l'agriculture urbaine savent, c'est qu'en aménagement, on sait ce que ça veut dire le modèle économique de l'aménagement, même si là, il est très en panne. En revanche, on ne sait pas ce que ça veut dire le modèle économique d'une activité agricole. Et donc, là, en l'occurrence, l'établissement fait du portage, c'est-à-dire il amène des moyens publics pour permettre à cette ferme de fonctionner, avec l'espoir, peut-être fou, que cette activité agricole trouve un équilibre dans un réseau éventuellement. Donc on est passé de la ferme qui serait autonome à 20 hectares, parce que progressivement, bien sûr, il y a de l'apprentissage, à la mise en réseau avec d'autres fermes, etc. Alors ça perturbe énormément parce que, juste petit retour, dernière infraction, autant, un aménageur, le fuel, enfin si j'ose dire, c'est pas le bon mot, de son travail, c'est le sol et la valorisation du sol, la valorisation urbaine du sol. Quand un aménageur coupe 20 hectares à l'intérieur de son périmètre pour en faire une activité agricole, en fait, il se sépare des revenus qui sont liés à son modèle économique ou socio-économique, comme vous voulez. On vous confie, en tant qu'aménageur, généralement public, ce travail-là. Vous dites, j'ai 20 hectares et ça me permet de réaliser les infrastructures, le commissariat de police, je vais en rajouter, l'hôpital pour les enfants. Ça, vous sentez que c'est important qu'il gagne un peu d'argent pour pouvoir financer tous ces équipements publics. Et là, il enlève 20 hectares, mais il ne sait pas comment faire. Comment faire en sorte de justifier, non pas de l'équilibrer. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il faut justifier, alors politiquement, plus globalement, pourquoi on va mobiliser cette ressource dans une mécanique auquel on n'est pas habitué en urbanisme et aménagement. Voilà, merci beaucoup, merci pour votre attention et désolé pour le petit débordement. Oui, merci beaucoup. Donc vous êtes professeur dans une école d'urbanisme. Ma question que j'ai deux questions. Oui. La première, c'est vos étudiants, est-ce qu'ils ont des cours d'agronomie ou de sciences du sol ou des choses comme ça, d'agriculture au sens large? Et la seconde question, c'est, là vous avez parlé de l'évolution de l'urbanisme un peu avec les années. C'est quoi qui nous attend demain? C'est quoi qui pourrait changer en urbanisme? En urbanisme. D'accord. Réponse à la première question, non. Voilà. J'ai le plaisir et l'honneur d'intervenir plutôt dans des enseignements, enfin je fais juste quelques heures en agro, et qui est pour moi une découverte aussi, pour être clair, c'est ça que je vous raconte. À la deuxième question, en fait, oui, il y a un ensemble de mutations auxquelles on est confronté. Alors il y a ce que disait David tout à l'heure, c'est-à-dire il y a on va dire une aggravation des tensions
sociales, socio-économiques et sociopolitiques. Donc voilà, et on envoie, et vous envoyez les manifestations très concrètement. Et donc voilà, on les voit s'agrandir, et ça pose la question, parce que la ville, c'est, même si j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais il est commode, le vivre ensemble. Donc voilà, parmi les transformations importantes, c'est une attention très très forte aux enjeux environnementaux et aux enjeux sanitaires, mais ça je pense que vous le voyez aussi à partir de vos champs propres à vous, avec une demande et une attention très forte. Aujourd'hui, les projets que je vous montre, quasi systématiquement, font l'objet d'opposition, d'attention. Les réunions publiques, on a beaucoup de personnes, etc., qui ne viennent pas uniquement sur le registre classique, est-ce qu'il y a une école à côté de chez moi? C'est ce que vous allez réaliser n'est pas bon pour la santé, vous allez faire des pollutions, vous allez, etc., etc. Et puis, pour aller très rapidement, parmi les questions, les grandes questions auxquelles on est confronté, c'est la question du numérique et de la numérisation de plus en plus forte. Et rapide, hein, on a à peine le temps d'observer, et pour être clair dans notre domaine, là, on pourrait appeler la recherche urbaine ou la recherche sur les questions d'urbanisme et de ville, est aujourd'hui relativement démunie. On a très très peu de collègues qui travaillent sur ces questions-là. Et ça a déjà des effets sur le territoire. Là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça sera structurel ou pas? Par exemple, ce qui vous concerne aussi, on voit que les filières, les circuits de distribution se transforment. Est-ce qu'il faut créer des lieux? Aujourd'hui, par exemple, vous avez des aménageurs spécialisés qui créent des lieux de distribution spécifiques. La Poste se lance comme le prochain, etc., etc. Vous connaissez toutes ces histoires-là. Il y a des lieux à créer. Est-ce qu'il faut créer des lieux? Ça veut dire des mobilités différentes. Et ça, grosso modo, c'est un grand point d'interrogation. Bonjour, Gilles Maréchal, donc je viens de Rennes, je suis d'un cabinet d'études qui s'appelle Terralim et je suis également chercheur associé à ESO, Espace et Société, un labo du CNRS. C'est plus une remarque, j'ai été frappé quand vous parliez du début du XXe siècle des deux termes hygiénisme et fonctionnalisme, parce que finalement dans le monde anglo-saxon on retrouve exactement les mêmes pour l'alimentation. Le fonctionnalisme dans l'alimentation, c'est-à-dire apporter une dose suffisante de vitamines, de protéines, de calories, etc. Et l'hygiénisme qui explose vraiment, tout faire pour éviter d'être malade avec ces doses qu'on ingère. C'est vraiment frappant de voir la convergence entre les deux. Oui, Pascal Chérum, donc de l'UMR Innovation à Montpellier. Dans la sphère donc plus agronomique, on commence à utiliser le terme d'agri-urbanisme. Est-ce que c'est un vocabulaire que vous commencez à mobiliser et utiliser? Et puis, si oui, au niveau international, est-ce que vous avez l'impression qu'en France, il y a d'autres pays qui seraient plus en avance, si on peut parler d'avance? Comment se situe la France au niveau international et en matière d'urbanisme sur les relations ville-agriculture? Sur le premier terme, je ne l'entends pas souvent, mais les autres répondront. On entend beaucoup le terme d'agriculture urbaine, voilà, qui recouvre, pour ceux qui y travaillent, en fait, beaucoup de choses très, très, très différentes. Ce que je peux préciser, c'est que, comme souvent, les termes qui sont utilisés à la fois par le monde professionnel, pratique et opérationnel, mais aussi ils sont saisis par le monde de la recherche. D'accord. Donc à l'intérieur, il y a des travaux que vous connaissez aussi probablement qui différencient entre toutes les typologies d'activités. Mais le terme que vous utilisez, à ma connaissance, est rarement utilisé. Alors peut-être que vous pourriez le préciser, mais voilà. On est au stade de l'introduction de l'agriculture dans le champ de l'urbanisme, avec les opportunités avec ce qu'on peut observer. Voilà. Et votre question, la deuxième, était sur... La réflexion oui, pardon. Par rapport aux autres pays, oui, là je serais probablement mal placé pour y répondre. Je répondrai tout de même, c'est comme ça, hein, je réponds aux questions. On n'a pas. Sur la partie de différence internationale, il y a des très bons ouvrages comparatifs, etc. Hein, et c'est pour ça que la référence notamment à des pays du Sud me semble importante, puisque une partie de ces activités ont pris de l'importance, ou l'observation, elle est liée aussi à des observations faites dans des pays du Sud où la question de l'alimentation ne se pose pas de la même manière. Juste un point, je suis plutôt rétif précautionneux sur la question de retard et d'avance. Voilà. On a des processus socioculturels différents
qui font que l'inscription de ces changements ne se font pas exactement de la même manière. Bon, voilà, après... Oui, bonjour. Isabelle Duvernois, Agir à Toulouse. Vous avez cité à la fin les enjeux environnementaux, et est-ce que vous, dans les expériences que vous avez observées ou sur lesquelles vous avez travaillé, il y a une connexion de l'enjeu alimentaire avec les enjeux environnementaux pour la ville, que ce soit à travers l'enjeu climatique, de fixation de carbone, lutte contre les pollutions, que sais-je? Alors, tel que je l'observe, je n'ai pas fait d'enquête systématique, on voit ce qui apparaît à la fois dans les plans d'urbanisme, dans les projets urbains, dans un certain nombre d'initiatives. L'entrée sur la question alimentaire, elle se fait, donc à partir du milieu de l'urbanisme, elle se fait beaucoup à partir de la question environnementale. Et l'une des passerelles fortes, c'est celle du sanitaire. C'est-à-dire quand dans des réalisations on pose la question de la santé, d'éventuellement risques, tout ça sur le même fond, j'imagine pour tous les domaines d'un certain nombre de crises importantes, sanitaires, etc. On couvre l'ensemble des domaines et à un moment on en vient à la question alimentaire. D'accord ? Donc il y a l'entrée pour le public, tel qu'on le voit dans le champ de l'urbanisme, c'est beaucoup la question sanitaire. Maintenant, du côté des techniciens, ce qui apparaît de plus en plus, c'est la question également du bilan environnemental, pour le dire rapidement comme ça. C'est-à-dire que les bilans, les techniques ou les outils de bilan environnementaux deviennent de plus en plus sophistiqués. Donc on est passé du bilan au moment de la consommation à un moment T, progressivement à des approches qu'on appelle en cycle de vie, et de plus en plus, grâce à un certain nombre de chercheurs que je ne peux pas citer, le métabolisme urbain, donc, ce qui va nous être présenté peut-être tout à l'heure. Donc ça pénètre progressivement, non seulement, évidemment il y a les travaux de recherche, mais ça pénètre progressivement le champ opérationnel et le champ des politiques urbaines. Et à l'intérieur, du coup, quand on commence à faire ce type de bilan, du coup, ça donne des points d'alerte sur les questions d'alimentation. Le troisième registre par lequel ça rentre, c'est un registre plus classique en France, c'est, pour le dire rapidement, la question sociale. C'est-à-dire quand les politiques publiques, les responsables politiques se posent la question des problèmes sociaux, donc on a l'habitat, etc. Par exemple, dans des projets de rénovation urbaine lourds, comme on le voit dans l'habitat social, où parfois il y a des fortes fragilités, donc il y a des enquêtes qui sont réalisées, on se rend compte que les conditions d'habitat ne sont pas correctes, que les revenus ne sont pas au rendez-vous, qu'il y a des marginalisations sociales et psychologiques qui peuvent être importantes, et parmi les aspects du coup qui sont entre guillemets diagnostiqués, effectivement il y a la question de l'alimentation et de l'accès à la question alimentaire. Voilà. Donc il y a ces différentes entrées qui amènent dans la pratique urbanistique, à travers des évaluations, des diagnostics, des outils de bilan environnementaux, etc., vers la question effectivement de l'alimentation. Elle n'est pas encore, vous voyez, elle n'est pas encore constituée, parce qu'il faut que vous imaginiez, on part de ces métiers tels que je vous les ai présentés, mais vraiment d'une manière caricaturale et rapide, vers des domaines de plus en plus complexes pour tous ces professionnels. Voilà. Oui, Claire Cerdan, donc du CIRAD. Moi, j'avais une question par rapport à une expérience au Brésil où l'agenda 21 a fortement mobilisé des agents et des urbanistes pour certaines villes. Donc, est-ce qu'en France, en fait, on a eu cette même expérience de l'importance de l'agenda 21 comme un instrument de discussion, de négociation avec des acteurs qui s'occupent plus de l'urbanisme? Oui, je pense que le monde de l'urbanisme, pour le dire comme ça, était présent dans les agendas 21. Après, c'est peut-être une bonne illustration de ce qu'apporte la comparaison internationale. La mobilisation et l'utilisation des agendas 21 en France a été très variable selon les collectivités. Et il faut dire aussi que, alors si je le regarde encore une fois, parce que l'agenda 21, ce n'est pas que le monde de l'urbanisme, c'est plusieurs types de milieux qui interviennent. Il y a eu des effets de mode. On a eu entre 7-10 ans une vague agenda 21. Ensuite, il y a eu d'autres outils. Et c'est vrai qu'on a tendance, pour ne le regarder, alors je ne parle pas des autres, mais du côté du champ d'urbanisme et de l'aménagement, à consommer beaucoup l'outil. C'est pour ça que je le mets rapidement dans le titre. Les outils ont un côté un peu rassurant, c'est un peu des objets transitionnels. Quand on doit transformer des pratiques, on s'accroche aux outils. Donc il y a eu la période d'agenda 21, ensuite on a eu la période, par exemple, un certain nombre d'outils qui sont maintenant réglementaires, les plans climat, etc. Donc les urbains sont présents, les utilisent et parfois ils sont désintéressés. Ils ne sont pas très fidèles, n'est-ce pas ?
Eh bien, merci beaucoup pour nos deux premiers intervenants. Merci.